Jusqu'à présent, en tout cas, Narendra Modi a fait un sans faute sur le plan de la gouvernance. Il faut dire qu'il succédait à un gouvernement qui était épuisé, en fin de pouvoir, gangréné par des affaires de corruption. Et il est apparu comme un monsieur propre qui a remis les fonctionnaires au travail. Lui-même s'impose un rythme tout à fait draconien, se lève tôt, il travaille tard, il fait des inspections surprises. Et il a introduit des mesures de simplification administrative face à une bureaucratie qui était envahissante. Et les Indiens sont très sensibles à ces efforts qui sont extrêmement visibles. Donc de ce point de vue-là, aucun doute, Narendra Modi, pour le moment, a réussi son pari. Il y a un aspect beaucoup plus discret, moins visible de la politique de Narendra Modi, qui est cohérente avec son passé de nationaliste hindou. C'est en effet une forme d'hindouisation de la société, des administrations et de la vie publique. Par exemple, il a obtenu des Nations Unies qu'il y ait une journée internationale du yoga, ça a fait sourire à l'étranger, mais de fait, ça veut dire quelque chose en Inde où la population hindoue représente 80% des Indiens, mais il y a 20% d'Indiens qui ne sont pas hindous, qui sont musulmans, qui sont chrétiens ou d'autres religions, voire pas de religion du tout. Et de ce point de vue-là, quand on introduit le salut au soleil dans les universités, qui est un rituel hindou, c'est pas très grave en soi, mais ça peut choquer les convictions de ceux qui ne sont pas hindous. Quand, dans un congrès scientifique comme celui qui s'est tenu au mois de janvier, une communication vise à démontrer que l'Inde antique connaissait déjà les vaisseaux interplanétaires et l'aviation, et en s'appuyant sur des textes de l'écriture védique, ça fait grincer des scientifiques qui parlent de charlatanisme, surtout quand le Premier ministre lui-même dit que Ganesh, c'est-à-dire le dieu à tête d'éléphant, est la preuve que les Indiens avaient une grande expérience dans les temps anciens de la chirurgie réparatrice. Et on voit bien que, quelque part, il y a cette volonté de mettre en pratique de manière douce, et non pas par des proclamations brutales, la vieille thèse hindouiste de l'hindutva, c'est-à-dire de l'hindouité, à savoir que il y a un pays, c'est l'Inde, une nationalité indienne et une religion, l'hindouisme. Il y a dans sa politique étrangère des éléments de continuité avec le gouvernement précédent, c'est-à-dire essayer d'avoir de bonnes relations avec le gouvernement pakistanais. Tous les gouvernements indiens essayent et ils échouent tous parce que l'armée pakistanaise vient compliquer la tâche également du gouvernement pakistanais, mais ça contraste avec une rhétorique très nationaliste et hostile au Pakistan qu'il pouvait avoir par exemple quand il était dans l'opposition. De la même façon, il a accompli une visite officielle aux États-Unis qui s'est très bien passée, alors même que les États-Unis lui avaient refusé un visa pendant une dizaine d'années à la suite des émeutes meurtrières de 2002 dans l'État du Gujarat, dont il était le chef ministre et pour lesquels il avait été mis en cause directement. En même temps, Narendra Modi a un tropisme asiatique très prononcé. Il a reçu le président chinois. Il lui a d'ailleurs offert un repas végétarien. Je ne sais pas si c'est très bien accepté dans la culture chinoise. Il s'intéresse à ce qui s'y passe. Il s'intéresse surtout au Japon. Parce qu'il a accompli de très nombreuses visites au Japon et il s'inquiète de la puissance chinoise comme tous les Indiens, il s'inquiète aussi, il a une volonté nationaliste qui s'exprime fort et il a renoué plus nettement qu'auparavant avec les Russes, donc c'est un petit peu une alliance de revers en ce qui concerne le danger pakistanais ou la menace chinoise. Donc on voit qu'il y a des éléments de géopolitique très constants, très forts, et en même temps cette volonté d'affirmation indienne en tant que puissance asiatique.